Bonjour, dans cette vidéo qui sera longue, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'une vidéo astrologique, je vais aborder le sujet de la nouvelle lune du 25 octobre dans le signe du Scorpion. Et on a donc la nouvelle lune qui est en conjonction exacte avec Vénus qui se trouve également dans le signe du Scorpion. Et ça nous dit justement que nos pulsions cachée, inconsciente, pourrait prendre le dessus sur les décisions basées sur la raison ou logique ou cohérence ou convention quelconque. Donc la nouvelle lune se déroule sur 2 degrés du Scorpion. On a Mercure sur 22 degrés Balance et Vénus en conjonction exacte à cette nouvelle lune. Vénus se trouve donc également sur 2 degrés du signe du Scorpion, ce qui accentue voilà, l'importance de l'élément scorpionesque plutonien, fatalité, force majeure, passion incontrôlable, indomptable, irrépressible, et le risque et le danger qui en découlent. Et Mars 25 Gémeaux, Jupiter 0 Bélier, rétrograde, Saturne 18 degrés Verseau, mais direct. Uranus 17 Taureau, rétrograde. Neptune 23 Poisson, rétrograde. Pluton 26 Capricorne, le nord sur 13 degrés du signe du Taureau. Et par rapport aux aspects, Soleil, Lune, Vénus en conjonction. Mercure trigone Mars, Mars carré Neptune, Saturne carré Uranus. Et j'ai choisi un ouvrage artistique particulièrement chargé en ces énergies plutoniennes, donc scorpionesques. Le film français sorti en 2022 de Claire Denis qui est intitulé Avec amour et acharnement. Donc, c'est un drame ou un thriller sentimental avec 3 personnages, disons, un improbable ménage à 3 qui, bien évidemment, n'aboutit pas. Et comme dans le film Jules et Jim, qui était tourné il y a une quarantaine d'années, on voit très bien que le propos de quelques relations à 3 de couple libertin ne tient pas debout. Mais ça ne va pas empêcher donc notre héroïne principale, Sarah, de tenter de goûter aux fruits défendus et de vivre une histoire de nouveau, de revivre une histoire passionnelle avec son ex. Donc le film commence par une scène paradisiaque, idyllique, où Sarah et Jean, son compagnon actuel, profitent d'un cadre de vie détendu en dehors du stress, de la tension, de la vie sociale. Donc on a une intimité soudée, une complicité sans faille. Ils sont en vacances et là ils plongent dans la mer azurée et tout est bonheur, épanouissement, harmonie, alignement avec l'énergie de l'amour, de la bonté, de la beauté, de la pureté. Et donc, hélas, les vacances se terminent et ils reviennent à Paris. Et là, on a des cadres avec la grisaille, avec une ambiance quasiment carcérale. Ça évoque également, disons, l'aléa un peu troublant du personnage masculin, Jean, qui est un ancien taulard et qui cherche à se reconstruire et à refaire sa vie. Et donc, il a fait
il a fait la prison d'une dizaine d'années à la suite d'une erreur malencontreuse. Et donc là, il cherche à retrouver les repères et trouver du travail, gagner sa vie et tout ça. Mais hélas, on voit qu'il y a des facteurs objectifs et un milieu qui n'est pas propice à vraiment s'épanouir, je dirais. Donc, c'est en fait que dans l'ambiance, en dehors de cette grisaille où la performance personnelle est exigée, donc en dehors de leur cadre de vie quotidien, professionnel et tout, ils étaient capables de s'aimer sans retenue et d'éprouver vraiment une passion et de rester soudés. Mais là, avec les ennuis liés au quotidien, donc il faut gagner sa vie, il faut tout réorganiser, bien sûr, la vie donc quotidienne est parfois stressante en soi, avec la nécessité de rester performant, de rester compétitif et tout ça. Et donc le stress se voit sur leur visage. Voilà, donc le film en soi est un art visuel, donc sans ces expressions tellement marquantes et tellement réalistes, je dirais qu'un bon texte de dialogue enrichissant ne pourrait pas, disons, nous mettre vraiment dans l'ambiance réaliste. Bref, leur amour parfait est soudainement éprouvé par quelques facteurs perturbateurs, en l'occurrence une tierce personne qui se nomme François, c'est son ancien collègue et à lui et son ancien amant à elle. Et ça ramène donc le chamboulement total dans leur vie et comme dans tout contexte scorpionesque et plutonien, on a la jalousie, on a les non-dits, on a la souffrance intérieure cachée, on a les sentiments intenses qui nous rongent sans qu'on souhaite les révéler au grand jour, et on souffre et on se tracasse et on est vraiment ballotté par quelques tourbillons de la vie incontrôlables et fatales qui échappent à notre libre arbitre et notre pouvoir de choisir et de remettre les choses à leur place. Donc Juliette Binoche est angoissée à l'idée que ce François revient dans leur vie, et pourtant peu à peu des choses commencent à déraper et on voit très bien que elle forcément je dirais que c'est pas seulement l'histoire de l'exploitation, du développement du désir féminin à outrance, mais aussi une tentative d'évasion de cette grisaille. Le quotidien tue l'amour, bref. Pas chaque fois, mais ou tue la passion. Cet amour scorpionesque peut vivre forcément dans les situations en dehors de la banalité de la vie. Et donc Jean est un personnage anxieux et assez mal à l'aise dans cette situation où il dépend financièrement de Sarah, qui travaille comme journaliste à la radio, et
Donc, il se retrouve devant un obstacle majeur qui, bien évidemment, menace l'existence de leur couple et ses sentiments à elle envers son ex deviennent de plus en plus puissants et elle ne peut pas se maîtriser, elle ne peut pas se retenir, donc elle va jusqu'au bout de cette passion invivable et son compagnon actuel est bien évidemment... voilà, on devient fou quand on est confronté à de tels drames intérieurs et voilà, parce qu'on aime, on veut se toucher, on ne peut pas partir parce qu'on aime l'autre alors que l'autre est dans l'infidélité. Et puis voilà, tout ça crée un désordre psychologique, un déséquilibre, bien évidemment. Et donc, je ne veux pas vous raconter la fin. Bref, les sujets scorpionesques évoqués dans ce film pourraient être, par exemple, le décalage des classes, le désir physique qu'on ne peut pas soumettre à sa volonté personnelle, le côté fatal, et puis les ennuis et les fossés sociaux créés par des dérives racistes ou autres. Donc, on voit en fait beaucoup de souffrance. Et ça nous donne l'idée que les vraies passions profondes sont chaque fois douloureuses. Ce n'est pas un cliché, mais ça aussi nous montre que nous perdons non seulement nos repères et notre personnalité, mais nous perdons la connexion à la réalité au bon sens avec, disons, avec une passion aussi intense et aveugle, parce que ces passions brisent tout le reste. Et ces passions sont capables de balayer notre sécurité affective et nos besoins de sécurité. Et comme chaque fois avec la dimension plutonienne, on a la profondeur, l'intensité, on a quelque chose de volcanique, on a... et également, on a la connexion à la mort, qui pourrait soit survenir pour libérer les personnages, soit elle survient comme un choix, soit elle est imminente pour mettre fin à un état de souffrance insupportable. Oui, c'est très plutonien. Mais également, je dirais que les tentatives de Jean de se reconstruire, étant donné qu'il est un sportif du haut niveau et maintenant il est en train de faire des recrutements de jeunes sportifs. Et donc c'est dans ce travail-là que François devrait devenir son associé. Et également, voilà, les situations extrêmes comme la prison, la guerre, les situations qui échappent à la compréhension et à la prévisibilité. C'est donc toute force majeure, tout événement qu'on ne pouvait aucunement empêcher. C'est dans ce contexte-là que la passion est vécue par nos deux protagonistes principaux. Et donc, forcément, Juliette Binoche avait besoin, c'est-à-dire Sarah dans le film, avait besoin d'un exitoire animalier, entre guillemets, pour oublier la grisaille oppressante et étouffante et
donc un contexte de vie assez morne et qui ne lui inspirait pas la joie. Bien sûr, il peut y avoir d'autres explications que, comme elle dit dans le film, ceux qu'on a aimés une fois, ils ne disparaissent jamais de notre vie. On va continuer de toute façon à les aimer. Donc ça, c'est un démon, voilà, le démon du passé qui peut être incarné par une personne du passé, donc un amour qui revient, ou un autre facteur perturbateur à qui on s'oppose. Donc on s'oppose à ce personnage, mais on ne peut pas complètement l'éliminer de notre mémoire et de notre de cette couche affective. Vous voyez, donc, ça c'est aussi la dynamique scorpionesque. Symboliquement, le passé est enterré, on a une nouvelle vie, mais le passé revient. Donc c'est un cycle éternel de transformation plutonienne et scorpionesque où tout peut se transformer, où on peut renaître de ses cendres, où on peut redécouvrir la même passion, même la vivre avec davantage d'intérêt et de force. Et donc la vie bascule, la sécurité quotidienne s'écroule devant la présence de la passion incontrôlable et hélas on ne peut pas donc vivre des histoires comme ça sans se blesser sans blesser les autres. Enfin, c'est ça la morale des épreuves plutoniennes. Mais après, parfois, quand c'est inévitable, on doit les vivre et c'est un vécu qui va forcément nous endurcir, nous rendre plus coriaces. Et donc, par rapport aux aspects, cet aspect répétitif qu'on a eu la dernière fois pour la pleine lune du 10 octobre, c'était Mars-Neptune en carré. Je dirais que c'est un aspect qui représente la chasse à l'illusion. On veut attraper une illusion de bonheur, d'accomplissement, de réalisation, d'affirmation personnelle, mais cette illusion nous échappe sans cesse. Et on peut se rendre compte du vide et de l'impossibilité à atteindre cette perfection, ce bonheur absolu, cette absence de tracas, de difficultés. Donc c'est pas envisageable. C'est une illusion qu'on peut vivre un bonheur parfait. Et donc ce film nous montre que on ne choisit pas des moments aussi intenses et des passions aussi grandes et marquantes, on ne les choisit pas. C'est ça. Et avec plein d'autres situations dans notre vie, ça peut être la même chose. Parfois, comme on dit, c'était écrit. Et ça ne sert à rien de cogiter, de vouloir justifier, expliquer, donner un sens. Voilà. Et ensuite, les aspects Saturne carré Uranus. De nouveau, un décalage entre le réel et donc Saturne le passé, Uranus l'avenir, le décalage, l'instabilité. Concrètement, toute union pourrait être déstabilisée avec ce carré Saturne-Uranus à cause d'un facteur extérieur.
Ça peut être le chômage, le désaccord des familles respectives, l'implication de carrière sur la vie privée ou le manque d'énergie à s'investir dans quelque chose. Il y a des contraintes du passé, Saturne, qui nous empêchent de vivre quelque chose de libérateur dans l'avenir. Donc ça peut être l'ancrage au passé dans toutes ses formes, dans les formes les plus diverses. Les autres aspects, donc Soleil, Lune, Vénus en conjonction. Cette triple conjonction en Scorpion vraiment nous décrit un contexte de tourbillon, de volcan, de quelques épreuves que l'on doit maîtriser en faisant confiance à ses intuitions. Parce qu'avec ces grandes passions ou avec les événements de nature plutonienne, ça ne sert à rien de parler, de donner un sens, de verbaliser, de nommer les choses. Non, c'est quelque chose qui nous dépasse et teste nos limites et pousse nos limites à l'extrême. Parfois, dans ces situations de combat intérieur ou contre un démon symbolique réel ou imaginaire, on découvre les forces insoupçonnées dans notre propre âme. Vous voyez, c'est ça aussi. Et parfois, on doit, disons, essuyer l'échec, mais bon, après, on continue, on est plus fort. Donc, le climat d'ambiguïté, mais aussi de grande passion dévastatrice sur le plan visuel, objectif, tangible, mais au niveau intérieur, ça peut être quelque chose d'enrichissant. Pour nous, donc concrètement pour la période de la nouvelle lune du 25 octobre, ça peut être une libération de quelque chose qui nous vraiment pourrissait la vie. Que ce soit dépendance affective, habitude, jugement erroné, un système de valeurs décalé, peur, phobie, angoisse. On peut mieux voir dans ce qui se passe, intuitivement. Mieux saisir le sens caché et invisible des choses et des épreuves. Et cette triple conjonction peut aussi annoncer une régénération personnelle, une renaissance, un renouveau, une coupure radicale avec les choses du passé pour mieux se reconstruire. Donc quelque chose de complètement nouveau et un changement radical. Ce sont toutes les notions. Et aussi, voilà, l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour comme la révélation de nos faiblesses, de notre vulnérabilité et de notre force intérieure inouïe parfois. Ensuite, donc l'amour peut nous révéler notre lumière et notre ombre. D'autres questions forcément un peu plus angoissantes. Est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Comment gérer parfois l'attirance, la passion, sans mettre en péril quelques bases d'existence, disons, normales. Voilà, le sujet éternel, je ne pense pas que c'est un cliché. Le sujet de l'amour-passion qui brise absolument toute limite, qui nous transfère dans un univers obscur et improbable à gérer, à expliquer. Donc, ces grands amours sont
bien évidemment souvent caractérisé par l'obsession, la peur, l'angoisse, la jalousie, la possessivité, toutes ces dimensions plutoniennes par excellence. Vous voyez de quoi je parle. Donc, dans les passions scorpionesques et plutoniennes, on ne peut pas décider sur la base de libre arbitre, de la logique, de la euh, euh, volonté personnelle. Ce sont des choses qui vraiment nous secouent, nous obligent à réagir uniquement en mode instinctif. Oui, c'est ça. Et est-ce que j'ai tout dit? Donc, les questions que j'ai sorties de ce film, forcément, tout le monde peut se poser de telles questions. Existe-t-il un amour heureux? Ensuite, peut-on vraiment avoir l'énergie d'aimer dans une ambiance de grisaille, une ambiance étouffante, morne, léthargique? Donc, vivre dans une grande ville c'est en fait l'ambiance carcérale en quelque sorte. Ouais. Donc la passion qui menace, ça peut être n'importe quelle passion d'ailleurs, pas seulement la passion amoureuse. Et peut-on se reconstruire grâce à l'amour? Parce que dans le film, on a Jean qui a purgé sa peine de prison et qui cherche à l'aide de sa compagne à retrouver une voie vers la normalité, à renouer le lien affectif avec son fils, donc avec sa famille, et dans ce sens-là, il a un contact avec son anima, disons, sa propre féminité, et elle a un principe animus très prononcé parce que c'est elle qui travaille, c'est elle euh, qui est la personne la seule qui peut subvenir à leurs besoins. Mais ils cherchent du travail, donc c'est pas forcément un homme entretenu. Et les manifestations logiques, prévisibles, quand quelque chose s'écroule et s'effondre et s'effrite, et quand on voit que c'est devenu tellement précaire et tellement improbable à préserver, à protéger, on tombe dans les excès de colère, d'agressivité, de violence verbale, physique. Voilà. Donc, tout ça, c'est plutonien par excellence. Également, les décalages au niveau social, ça pourrait être aussi une dimension plutonienne au sens profond, non au sens visible, mais parfois, voilà, le destin qu'on n'a pas choisi nous a créé, nous a forgé, c'est ça. Donc la dynamique plutonienne, alors que normalement la position sociale et ce qu'on a pu construire nous-mêmes, ça peut être Soleil, en astrologie Saturne, comme respect de règles, de conventions, de normes et tout. Et voilà, mais ce qu'on n'a pas pu choisir, maîtriser ou contrôler ou empêcher d'arriver, ça c'est Pluton. Et donc, quel type d'amour on privilégie, si c'est l'amour fatal ou l'amour gérable?
l'amour comme fatalité ou l'amour comme choix personnel. Et est-ce qu'on est capable de choisir? Donc la réponse, vraiment, ça me semble que la réponse, c'est que les grandes passions changent notre essence intérieure, notre être émotionnel et laissent la trace indélébile dont on ne pourra plus jamais se débarrasser. C'est quelque chose de marquant. Mais au moins, l'expérience de vivre quelque chose d'intense nous, nous fait découvrir les choses abyssales parfois, en nous-mêmes, parfois en quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est une expérience non négligeable, je dirais. Donc voilà, c'est les contrastes plutoniens où l'on doit affronter son ombre. Un démon intérieur où, voilà, parfois toutes nos peurs surgissent comme projection par le biais d'un autre qui vient dans notre vie et qui ramène des changements qu'on n'espérait pas, qu'on ne prévoyait pas et qu'on n'arrive pas à bien saisir. Donc, vous voyez de quoi je parle. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Les aspects ne sont pas particulièrement pénibles. On a Mercure, Trigone, Mars, concrètement dans le film, ça pourrait être sa tentative de se réconcilier avec son fils et de lui indiquer les repères et qu'on peut réussir sa vie, quelle que soit notre couleur de peau, origine. Voilà, donc ça c'est, disons, une idée de réussite sociale, d'égalité de chance, un bon message. Mais quelque chose va forcément nous rappeler la fragilité de la vie, la cruauté de la mort, la souffrance provoquée par une tragédie, un traumatisme du passé. Voilà, au mois d'octobre, fin octobre, novembre, avec les planètes en scorpion, on a souvent cette idée que tout est tellement absurde et que la mort va faucher tous nos acquis et que voilà, ou le deuil, le chagrin, quelque chose en lien avec la perte, le chagrin émotionnel. Mais bon, on peut quand même sortir des messages positifs et réconfortants de tout ça. Comme j'ai déjà dit, en Scorpion, il y a une forte notion de reconstruire, de se retrouver, de recommencer à zéro, de repartir sur de nouvelles bases, de faire une coupure avec tout ce qui était sclérosant, néfaste, tout ce qui nous rongeait, tout ce qui nous mettait dans un état d'angoisse ou de phobie ou de... Parce qu'on a, voilà, on peut avoir même les phobies sociales. Mais tout ça serait donc la problématique plutonienne. Et on peut la gérer à l'aide de nos intuitions, de nos instincts, de notre, disons, capacité innée de nous battre, de notre pouvoir de survie. Avec notre pouvoir de survie, tout est possible. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. C'est ça pour la nouvelle lune du 25 octobre. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune en Scorpion et je vous dis à très bientôt.